Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Il n'y a pas un schéma plus courant qu'un autre dans nos familles, et je crois pouvoir dire que chaque famille est unique, aussi bien dans sa composition que dans son accès à la parentalité. On pourrait qualifier nos parentalités d'alternatives. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas un parcours type ou idéal, mais un parcours pour chaque famille. Alors comment trouver un album jeunesse qui soit semblable à notre vie, à nous ? Déjà, il est difficile pour nous adultes de s'identifier à un héros qui ne nous ressemble pas physiquement. Alors si en plus il mène une vie totalement différente de la nôtre, c'est de l'ordre de l'impossible. Vous imaginez pour un enfant ? Se construire avec des schémas qui ne sont pas ceux de son quotidien et se les voir représentés à outrance dans chaque livre, chaque film, chaque jeu qu'on lui propose ? Il y a de quoi se sentir en décalage. Une solution simple s'est imposée à Johan pour raconter à ses enfants leur conception. Ils devaient l'écrire puisqu'ils ne trouvaient pas un album qui corresponde à leur parcours. En 1 an de temps, son livre pour enfants, Mais papa, la princesse et la fée, a vu le jour. En 1 an de temps, durant lesquels il a aussi fait grandir ses tout petits bébés, Chiara et Louis, qu'ils ont eus avec Jérémy par le biais d'une GPA en Californie. Évidemment, je n'ai pas résisté à lui demander de me raconter leur parcours. Et je peux vous dire qu'il est chouette ce parcours, et aussi assez exceptionnel. Parce qu'avoir des jumeaux par le biais d'une GPA, c'est un peu comme gagner un double ticket d'accès au bonheur. Je vous laisse découvrir l'histoire de Johan, Jérémy, la princesse, la fée, Chiara et Louis. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johan. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Avec plaisir. Je te fais un petit point sur comment je t'ai rencontré. Moi, je t'ai découvert par le biais de ton compte Instagram qui s'appelle Mes Papas. C'est ça. Qui est un compte Instagram qui en fait est dédié, alors c'est dans le cadre de mon Live Book Club où je recherche régulièrement des auteurs de livres qui tournent autour de l'homoparentalité. Et tu as donc écrit, on en parlera plus tard, un album pour raconter votre parcours GPA à tes enfants, puisque tu ne trouvais pas de livre qui permettait de le raconter, si je ne me trompe pas. Tu te trompes pas, c'est exactement ça. Super. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me présenter ta famille ? Alors moi je m'appelle Johan, j'ai 34 ans, je suis marié en couple maintenant depuis 6 ans avec Jérémy et nous avons eu des jumeaux nés par GPA en 2019 aux États-Unis et ils s'appellent Chiara et Louis. Et là, c'est la partie qui me fait triper. Des jumeaux par GPA, c'est waouh. Bon, après, tu le sais maintenant, moi, je suis maman de multiples, donc je vois bien l'intensité des relations. Exactement. Mais voilà, on va y aller dans l'ordre. Ouais. Mais clairement, il faut que tu me racontes cette fois l'aventure. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux me raconter, donc tu me dis que vous vous connaissez depuis 6 ans, est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ? Alors notre rencontre, on s'est rencontrés sur les réseaux, fait très très vite avec Jérémy. Il y a eu le coup de foudre et c'est vrai que assez rapidement, chacun de notre côté, on a osé parler de parentalité à l'un et à l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, sur les mêmes envies. Et c'est ce qui a fait qu'on a lié en fait quelque chose d'assez fort assez rapidement. Tu as toujours su que tu voulais des enfants ? J'ai toujours su, je vais dire plutôt quand j'ai passé la vingtaine, j'ai commencé à me dire qu'effectivement rester sans enfant ne serait pas possible pour moi. En fait, ce désir d'être père, oui, je l'ai eu à partir de la vingtaine. Et du coup, tu avais réfléchi, puisque tu savais que tu voulais des enfants, est-ce que tu avais réfléchi, tu avais déjà envisagé une méthodologie ou c'était vraiment assez abstrait ? L'idée, c'était surtout de savoir que tu voulais des enfants. Ouais, c'était assez abstrait et en fait, du coup, en parlant avec Jérémy, on se disait quelles sont nos solutions. Donc, on a d'abord regardé concernant l'adoption. Et puis, à travers notre entourage, on a eu quelques témoignages où effectivement c'était extrêmement compliqué. Les agréments étaient pour la plupart refusés. Et donc, on n'est pas parti sur cette option. On a continué à chercher d'autres possibilités et la GPA
s'est présenté comme l'unique opportunité, surtout que Jérémy ou moi, on voulait être chacun papa génétiquement. D'accord, ok. Et donc, du coup, pour cette option-là, il fallait forcément passer par la GPA, donc ce Exactement. qui est voilà, cohérent. Et donc, une fois que vous êtes décidé sur la GPA, vous avez choisi, enfin, parce qu'il y a une tonne de questions à se poser sur la GPA, Ouais. comment vous avez fait le choix du pays? Qu'est-ce qui vous importait pour vous? Qu'est-ce qui était important en fait? Ouais. Pour nous, on voulait pas faire n'importe comment ce processus. Et c'est vrai que la GPA éthique, comme on l'entend, c'est une GPA qui tripartite où nous sommes les parents d'intention, il y a une donneuse qui donne des ovocytes et il y a une autre femme, la femme porteuse, qui elle va porter les embryons qui ont été fusionnés entre nous et la donneuse. Donc ça, c'était le point primordial d'être dans cette GPA éthique, et le pays le plus opportun, qui nous semblait le plus opportun, ça a été les États-Unis. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider entre les États-Unis et donc l'autre pays qui est quand même le plus réputé et reconnu pour la GPA, qui est le Canada? Qu'est-ce qui a fait la bascule en fait pour vous? Nous, en fait, ça a été plutôt un déclic d'agence. On a eu D'accord. un coup de cœur pour les personnes qui tenaient l'agence Grace en Californie. Et en fait, on a eu un très bon feeling avec eux. On s'est senti tout de suite épaulés. Ils nous ont vraiment accompagnés de A à Z. Et en fait, lors des premiers rendez-vous avec eux, voilà, on s'est dit allez banco, on va faire ce projet avec eux. Et voilà. Et en fait, on n'en est pas du tout déçus parce que ça a été. Et puis tu m'étonnes, la Californie, waouh, tu choisissais pas le coin le pire, quoi. C'est vrai que quand on a été là-bas, donc c'était à côté de San Diego, c'est quand même fantastique, quoi. Oui, voilà. Je crois que c'est vraiment un rêve pour tous, et puis alors particulièrement pour nous, communauté gay et lesbienne, au niveau de l'ouverture d'esprit. Enfin voilà, on y est, quoi. C'est clair. Parfait. Et donc du coup, comment ça se passe? Enfin, vous avez commencé votre démarche au bout de combien de temps avec Jérémy ensemble, je veux dire, et qu'est-ce que vous avez commencé? Enfin voilà, vous avez recherché donc l'agence, vous avez trouvé votre agence. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça. Nous, on a commencé les démarches en 2017. Dans un premier temps, c'était effectivement trouver l'agence. La deuxième étape a été de sélectionner une donneuse, trouver celle qui nous correspondait, femme qui nous correspondait le plus. C'est important, en fait, ça va être une partie de nos enfants, donc c'était important d'être attentif à tout ça. Et puis surtout qu'elle accepte d'être, comme on dit, connue. Nous, c'était quelque chose de très important. C'était le critère primordial. C'était que la donneuse accepte que si un jour nos enfants ont envie de savoir qui elle est, qu'ils puissent avoir au moins ses coordonnées et au mieux se rencontrer. Et donc, tu as cette possibilité-là en Californie? Oui, absolument. Ah, c'est génial. Oui, absolument. Alors, toutes les femmes qui donnent leurs ovocytes ne sont pas forcément d'accord, mais il y en a qui acceptent, et nous, c'était le plus gros critère. Le critère. Donc du coup, ça réduisait tes choix aussi drastiquement? Oui. Enfin, tes possibilités, on va dire. Oui, on va dire ça. D'accord. Et donc, à partir de quel moment vous avez commencé vos démarches avec Jérémy? On a commencé en 2017. 2017, ouais, d'accord. On a commencé en 2017. Okay. En fait, ça s'est fait tout ça assez rapidement, le choix de l'agence, le choix de la donneuse, et ensuite, ça a été quelques mois après, on est parti faire le don de sperme à San Diego. D'accord. Bien avant, en fait, d'avoir la femme porteuse à nos côtés. D'accord. Ça se fait en anticipé. Ouais, ça se fait en anticipé. Et puis, c'est congelé, en attente. Nous, on a même fait le don de sperme avant que la donneuse fasse son don d'ovocytes. D'accord, oui, donc vraiment au tout début de la démarche. Exactement. D'accord. Je suppose que du coup, le sperme est testé aussi à ce moment-là, c'est ça?
Il est testé en amont en France déjà. D'accord. On est obligé de faire un spermogramme en amont pour savoir, déjà pour pas se déplacer pour rien. Oui, complètement. Donc une fois que ces documents d'analyse sont envoyés au médecin à San Diego, voilà, il nous dit si c'est viable ou pas viable de venir pour faire ce don. D'accord. Et alors, vous allez faire votre premier don. C'est là la question qui me vient forcément. Tu m'as dit en début d'épisode que vous souhaitiez tous les deux être donneurs, enfin donc être partie prenante de la création de vos enfants. Oui. Vous avez fait un choix à ce moment-là, ou vous avez décidé que ce serait entre guillemets, alors je crois que c'est un nom, mais je crois que c'est une sorte de loterie, donc non, alors nous il y a rien en loterie. En fait, on a fait chacun nos dons. D'accord. Ensuite, la donneuse a fait son don et on a créé chacun, donc Jérémy a eu ses embryons, moi j'ai eu les miens et on avait 50% de chance qu'il y ait des jumeaux suite en fait à l'insémination de un embryon de Jérémy, un embryon de Johan. Et en fait, ces deux embryons avaient 50% de chance de prendre ensemble, et ils ont pris ensemble, et c'est pour ça qu'on a eu des jumeaux. Et donc, vous avez des jumeaux, voilà, des faux jumeaux de chacun en fait. De chaque père, de chaque père, voilà, avec une donneuse qui les relie. C'est excellent, enfin je trouve ça génial. Et alors, attends, parce que on va un peu vite là, mais il va falloir que tu me racontes tout ça. Donc là, vous faites votre don, vous trouvez votre donneuse, donc ça vous a pris un petit peu de temps, je suppose. La mère porteuse, vous la choisissez comment ? Alors, on la choisit pas. La femme porteuse, en fait, on est en attente. Du moment où les embryons sont créés, on est en attente avec l'agence. En fait, l'agence travaille, si on peut dire ça, avec différentes femmes porteuses qu'elles connaissent, qu'elles ont recrutées, qu'elles ont accompagnées avec faire des tests psychologiques, par exemple, pour faire des tests physiques. Voilà, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles sont saines d'esprit? Est-ce qu'elles sont bien conscientes du don qu'elles vont faire à des parents d'intention, etc. Et du moment où en fait elles sont sélectionnées par l'agence, là l'agence soumet à ces femmes porteuses nos dossiers à nous. Donc c'est elle qui vous choisit en fait. Exactement. En fait, à un moment, voilà, nous l'agence nous demande de faire, d'envoyer des photos de nous, de raconter notre vie, de leur écrire en fait notre souhait de parentalité. Et puis, il y a un feeling qui va se créer à ce moment-là avec la femme porteuse qui va sélectionner notre profil ou pas. Et nous, ça s'est fait de cette manière-là où Ebony nous a choisi parce que on l'a touché. D'accord. Donc c'est en fait dans votre dossier, dans ce que vous injectez entre guillemets dans votre dossier, donc le choix que vous faites de raconter ou pas une partie de votre vie, qu'elle vous choisit en fait. C'est ça. Et puis, mais c'est vraiment ça qui est à souligner, c'est que en Californie, enfin aux États-Unis en général, je crois que c'est toujours dans ce sens-là, la femme porteuse choisit les parents d'intention pour qui elle décide de porter les enfants. D'accord. Et vous avez attendu longtemps pour que Ebony vous choisisse ? En fait, on a eu une première femme porteuse qui avait dit OK et s'est désistée. Donc ça a été un premier échec un peu spécial, mais bon, on a compris. Elle l'a fait pour des raisons personnelles, donc voilà, c'est son choix et bien heureusement. Et ensuite, on a eu Ebony. Donc oui, ça a duré presque 6 mois, 6 à 9 mois, je dirais. D'accord. Oui, ce qui paraît pas si long que ça. Alors, je suppose que évidemment, quand t'es dedans, ça paraît super long, mais finalement, c'est pas très long dans un parcours GPA. Vous l'avez rencontrée une fois qu'elle vous a dit oui ou pas du tout? Enfin, en tout cas, en visio au moins. Alors oui, puisque en fait, ça a été, elle a pu dire oui. Donc, elle dit oui d'abord, comme ça, un accord oral à l'agence. Et l'agence organise un visio entre donc la femme porteuse, l'agence et nous pour nous mettre en relation, commencer à discuter, se présenter, etc. Et c'est là où en fait on scelle le OK, on y va ensemble.
Et c'est là qu'après, le juridique prend le pas sur cet accord et rédige tous les contrats parce que voilà, il faut encadrer tout ça. Donc, complètement. Vous deviez être surexcité pour cet entretien. Ah bah, c'est très très bizarre. C'est très bizarre parce que voilà, on se dit cette femme va faire partie de notre vie C'est clair. et voilà, et nous aussi on avait envie d'être sûr et certain qu'elle le faisait pour des bonnes raisons. Donc c'est des questions très très fortes et très profondes de savoir voilà quelle était sa motivation, connaître aussi sa vie. Et Bonnie par exemple, elle a déjà 2 enfants à elle, plus elle élève 2 enfants de son mari. Donc voilà, c'était comprendre. Voilà, elle avait 4 enfants à gérer au foyer. Là, elle allait porter des enfants en plus. Pourquoi elle voulait faire ça et voilà. Et on a été extrêmement rassurés parce que elle l'a fait dans un vrai désir de partage et d'aide en fait. Oui. Oui, mais c'est vrai que en plus, elle avait vu la configuration que vous aviez choisie, en tout cas pour le don de sperme et pour la conception des enfants. Et je suppose qu'elle le savait. Elle avait le risque de la grossesse multiple. Exactement. Et puis surtout, nous, on a été très clair dans notre processus, c'est que on lui a dit voilà, nous, notre souhait ultime, ça serait d'avoir des jumeaux. Donc, est-ce que tu es d'accord pour potentiellement porter 2 enfants, sachant que on avait 50% de chances que ça fonctionne. Elle était au courant dès le début et elle a accepté de faire ce parcours GPA avec nous en sachant cela. D'accord. Effectivement, je pense que c'était une condition sine qua non vu la configuration que ça a pris. Oui, voilà. oui. Ok. Bon, en tout cas, ouais. Super début de parcours, a priori qui se passe sans encombre. Et alors, assez rapidement, je suppose, une fois que le juridique est passé par là, que vous avez signé tous les contrats, tout ça, je suppose que vous vous lancez dans la première insémination, enfin dans la première FIV, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, nous, on est connectés en fait via, à l'époque c'était Skype, et on assiste en fait à l'insémination de la France en connexion San Diego France. Et voilà, et c'est un moment assez particulier parce que on se dit que on croise les doigts. On croise les doigts en se disant voilà, est-ce que notre projet au final il commence ici? Est-ce que ça va prendre et est-ce qu'on va être papa ou pas? Et surtout on se dit il va falloir encore attendre quelques temps pour savoir pour avoir le résultat. Bah oui, clairement. En gros, ça prend une fois que vous avez signé les contrats et le moment où vous lancez la première implantation, il se passe combien de temps? Franchement, Constance, je crois que j'ai plus du tout les dates en tête là. Il y a aucun souci. En même temps, si tu me dis que vous avez signé en 2018, vous avez validé en 2018. Voilà, à l'été 2018, on a signé, en fait, on a validé et nos jumeaux sont nés en octobre 2019. Ouais, donc en fait, c'est allé quand même relativement rapidement. Ouais. Et donc, cette première implantation, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne pas? Comment ça se passe? Cette première implantation, elle fonctionne. Oh punaise. Elle fonctionne directement. En fait, on a les premières analyses qui tombent quelque temps après. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais il y a un taux particulier qui laisse présager qu'il serait plusieurs. Ah oui, donc en fait, vous n'avez pas trop eu la surprise. Vous vous en doutiez. On a commencé à se dire, ça part en tout cas dans le bon sens. Oh là là, excellent. Et vous avez confirmation quand? Et on a confirmation quelques mois plus tard avec la première écho, où le médecin en visio nous dit que il y a 2 petits cœurs qui battent. Oh là là, vous deviez être fou. Ah j'ai pleuré. Bah oui, mais tu m'étonnes, moi-même ça me monte les larmes. Clairement, à ce moment-là, oui, quand on entend le médecin dire que il y a 2 cœurs qui battent, déjà le poids de est-ce que ça va réellement exister, il s'en va. Donc ça existe réellement. Et puis c'est surtout il y a encore un long chemin à faire, mais c'est déjà un premier aboutissement où on se dit on a réussi quoi.
Ouais, c'est clair. On a réussi et en plus, on a les jumeaux qu'on voulait. Exactement. Ça, c'est quand même fabuleux. Après, c'est vrai que tu parlais du poids de l'attente en Mhm. fait. C'est clair que vous, à distance, ce poids-là, C'est il le- doit être considérable. C'est hyper difficile en fait. Alors même si Ebony, elle nous a toujours, on était connectés H24 sur WhatsApp pour avoir des nouvelles, savoir comment elle se sentait, etc. Elle nous donnait toujours des nouvelles concernant ses examens, sur ses prises de médicaments, parce que c'est assez contraignant quand même pour elle. Elle a quand même beaucoup de choses à faire. Et voilà, on était en lien, mais c'est vrai que ne pas être là physiquement, ça manque un peu. Oui, clairement. Je me doute que ça doit être difficile de pas avoir l'impression d'être partie prenante finalement, puisque la distance fait que. C'est ça. Mais après, voilà, quand on est dans la communication constante, c'est vrai que c'est un peu plus facile quand même. Oui, je me doute. Alors du coup, la grossesse s'envisage de façon complètement différente. Une grossesse multiple, c'est pas la même qu'une grossesse simple. Je suppose que même au niveau du terme, tout est modifié. Comment on vous explique ça? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme information? Alors, on a eu la chance d'avoir des médecins qui suivaient Ebony et notre médecin qui nous a nous aussi suivis là-bas pour l'implantation, qui était extrêmement pédagogue et qui nous a vraiment bien expliqué tout ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Que effectivement, le terme, ça sera pas 9 mois, qu'il y a des risques, voilà, de commencer. Enfin, il faut aussi anticiper certains risques, même en termes de juridique. Voilà, c'est pas anodin une grossesse multiple. Et voilà, et tout ça en fait après. Bon, il faut pas non plus se mettre un stress qui ne sert à rien, mais c'est vrai qu'il faut être conscient de voilà, un seul enfant ou deux voire plus, ça peut être complexe parce qu'au début, on ne savait pas forcément qu'il y en avait que deux. Oui, bien sûr. Oui, bah oui. Donc là, on avait aussi ce stress-là de se dire, mais s'il y a un embryon qui s'est divisé naturellement par lui-même et qu'il y en a plus, là, qui était vu avec la femme porteuse, c'est que elle pouvait pas physiquement porter plus de 2 enfants. Donc il aurait fallu faire une réduction. Et là, c'était un schéma qu'on avait du mal à imaginer et on voulait absolument pas que ça se passe. Oui, et bien sûr. Non, tout s'est bien passé. Donc c'est quelque chose que vous aviez discuté avant, la possibilité d'une grossesse hyper multiple et les choix que vous feriez. Absolument, absolument. Ouais, donc tout est vraiment très très cadré. Oui, et c'est surtout la femme porteuse qui nous dit, moi je n'irai pas au-delà de ça, et voilà, et tout ça est noté noir sur blanc, validé des deux côtés, et voilà, on n'y revient pas. Oui, mais c'est d'où l'importance de tout légiférer, enfin de tout écrire, quoi. Ouais. Et alors, comment elle a réagi, Bonnie, quand elle a su que c'était des jumeaux? Eh ben, elle était super heureuse. Franchement, elle était super heureuse pour nous que ça ait fonctionné, voilà. Après, effectivement, à la fin de la grossesse, elle pouvait plus, la pauvre. Donc, elle était un peu, il lui tardait que ça se termine. Et puis, les jumeaux sont nés un peu plus tôt que prévu. Donc, c'était des prémas. Et donc, du coup, on est resté 2 semaines en néonat avec eux, le temps qu'ils puissent sortir de la clinique. Et du coup, alors je vais parler business entre guillemets, mais quand tu as des prémas qui arrivent comme ça, je suppose que ça engendre des frais supplémentaires pour vous. Ouais. Au niveau, Oui. Ça, c'est un peu complexe. En fait, faut pas partir. Enfin, je recommande de pas faire une GPA en partant sans plus rien avoir, parce qu'effectivement les frais s'ajoutent en fait. Même si tout va bien, il y aura des frais supplémentaires. Après, nous on avait une agence qui n'était pas novice dans la GPA et avait quand même anticipé énormément de choses en amont. Voilà, on avait quand même tout un budget qui avait été établi et qui était assez fidèle. Après, effectivement, quand on a du néonat, là, malheureusement, c'est sûr que ça se prévoit pas et oui, il faut dépenser un peu plus, quoi.
Et vous avez pu être à temps du coup pour la naissance des bébés s'ils sont arrivés plus tôt? Oui, alors nous, on s'était dit de toute manière qu'on voulait passer 2 mois là-bas sur place. Donc on était parti bien en amont. On était parti bien en amont. On est arrivé là-bas, on a eu 2 semaines pour découvrir San Diego et au final, après 2 semaines, la naissance en pleine nuit des enfants. Ouais. Génial. Et alors, ça s'est passé comment? Elle a pu avoir un accouchement par voie basse ou elle est passée sur une césarienne parce que les bébés arrivaient. Vas-y, Ouais. raconte-moi l'accouchement plutôt. En fait, effectivement, dernière échographie, le gynécologue annonce que il y a un bébé en siège et que l'accouchement par voie basse ne serait pas envisageable s'il se retournait pas. Voilà, évidemment. Mais il était très pessimiste vu la grosseur des bébés. Il n'y avait pas grand espace pour se retourner. Donc, c'était la première césarienne pour Ebony, donc elle était un peu stressée et puis surtout en fin de parcours, elle était assez fatiguée mentalement, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu le coup de massue pour elle, vu qu'elle n'en avait jamais eu. Mais bon, voilà, tout s'est bien passé. Les enfants sont nés, mais en préma. Et vous les avez eu tout de suite avec vous? Ou ils les ont basculés en néonat direct? Non, ils ont été en néonat direct, puisque Chiara avait une insuffisance respiratoire à ce moment-là, et puis que il manquait entre guillemets un peu de maturité, donc il fallait rester en observation, qu'il y ait des soins qui leur soient apportés pendant ces 2 semaines. Et puis pour nous, au final, ces 2 semaines ont été difficiles psychologiquement parce que c'est pas forcément ce qu'on a en tête, la naissance de son enfant quand on le voit dans une couveuse, etc. Mais on a pu apprendre tous les gestes auprès des nurses. Donc c'était très intéressant d'apprendre comment donner à manger, comment les changer, comment les porter. Aux États-Unis, moi je savais pas, mais on nous oblige à faire le cours de réanimation. D'accord. Donc, C'est bien ça. Comment réagir face à un enfant qui s'étouffe, qui ne respire plus, etc. Mais ça devrait être obligatoire en France aussi. Voilà. Et c'est le CPR et voilà. Et c'est quelque chose d'obligatoire qu'on a fait pendant ces 2 semaines. D'accord, ok. Et alors, ça doit être quand même assez impressionnant de découvrir ces 2 enfants. Oui, c'est assez fou de découvrir ces enfants, et surtout que nous on a eu quand même une surprise assez hallucinante, c'est que Chiara, c'était une copie conforme de moi-même. Excellent. Et Louis, une copie conforme de Jérémy. Voilà, c'était hallucinant quand on a envoyé les photos à nos familles. Tous ont eu la même réaction de OK, là vous pouvez pas mentir sur qui. Vous pouvez pas nier. Au moins, pas de doute. Enfin là, vous êtes, vous savez quoi. Exactement. C'est fou, c'est génial, excellent. Et alors, comment ça se passe? Parce que donc vous récupérez donc 2 bébés qui sont tout petits, mine de rien. Ils sont nés à quel terme d'ailleurs? Ils sont nés à 34 semaines. Ah oui, d'accord, oui. Ben en fait, ils sont nés relativement tôt quand même. C'est ça. Ça fait 2 semaines avant le terme, le vrai terme. D'accord, ok. Bon, ce qui est normal pour des jumeaux, mais alors pour vous, voilà, vous récupériez des bébés qui étaient tout petits. Alors, je pense que vous pouviez pas rentrer en France tout de suite avec. Bon, déjà parce qu'il y a une question de papier, mais en plus parce qu'ils étaient petits. Pour prendre l'avion, c'est plus compliqué. Oui. Et puis on avait nous de toute manière de base envisagé de pas rentrer tout de suite, de faire d'abord venir nos familles pour qu'ils les rencontrent. Ah oui, excellent. C'était l'occasion pour nos parents de découvrir les États-Unis et c'était une expérience dans l'expérience. C'est ça, c'est une super expérience. Voilà, et du coup on est parti 4 semaines après leur naissance. D'accord, ok. Et alors là, vous avez dû être les stars de l'avion. Alors, alors ça, c'était un peu le flip, c'est-à-dire que prendre l'avion avec des nouveau-nés, on s'est dit, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais au final, en fait, ils sont tellement petits qu'ils dorment.
Ils se Oui. réveillent uniquement pour manger, donc voyager avec des nouveau-nés, c'est pas comme voyager avec des enfants qui ont 2 ans, quoi. Oui, je vois Voilà. bien. D'accord et ils ont pas eu de mal aux oreilles ou Non, quoi? Vous non, avez bah, en fait, expliqué? du moment où on les fait déglutir ou voilà, donner un biberon au décollage et à l'atterrissage, Mmh mh. ça, c'est suffisant. C'est suffisant, d'accord. Donc vous avez eu les papiers relativement rapidement aux États-Unis, je suppose, pour Ouais, pouvoir rentrer? aux États-Unis, vraiment très facilement. Alors, ce qui était génial, c'est que c'est l'agence qui s'occupe de tout, donc Ah ouais, on trop a, fort. voilà, on n'a pas, on a besoin de les accompagner pour être là physiquement et signer des documents, mais c'est eux qui nous dirigent, qui nous guident en fait dans tout ce qui doit être fait et bien fait en fait, pour pas avoir de problème Mmh. quand on rentre en France, quoi. Ouais, au moins voilà, tu as cette garantie-là. C'est clair qu'une GPA, ça coûte cher. D'ailleurs, on va parler budget un petit peu après. Mhm. Une GPA, ça coûte cher, mais par contre, voilà, c'est cadré, quoi. C'est C'est ça. cadré. Tu sais que quand tu rentres en France, après, c'est clair qu'une fois en France, c'est toi qui dois faire les démarches, mais Mhm. tu sais que tu rentres serein, quoi. C'est ça. Mmh mh. C'est ça, et avec un passeport américain. Donc Ouais. c'est un peu le laisser-passer, c'est-à-dire que du moment où l'enfant a son passeport, voilà, il peut arriver en France sans souci. Ouais, ouais, complètement. Et alors, une fois en France, vous devez faire de suite des démarches? Alors une fois en France, effectivement, faut lancer les démarches de carte d'identité, de passeport. Ça c'est pas le plus, ça c'est pas compliqué. En mairie, on a été très très bien accueillis et on a eu les documents assez facilement. D'abord, il a fallu faire retranscrire Les actes de l'acte de naissance? naissance américain, enfin américain apostillé, etc. Le faire Mmh mh. retranscrire en français. Ça, c'est passé par un jugement. D'accord, OK. Donc là, vous avez ce jugement-là, il ne vous donne pas la parentalité à tous les 2, on est d'accord? Il ne fait que retranscrire l'acte d'état civil? Exactement. Ce jugement, Ouais. en fait, il retranscrit le fait que Jérémy est le père génétique de Louis, que moi je suis le père génétique de Chiara, et que le fait d'être marié, en fait, et c'est mis sur le livret de famille. Ouais et donc du coup, après, vous avez le droit, chacun, d'adopter l'enfant génétique de l'autre? Bah, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça puisque, en fait, il y a une jurisprudence qui est passée en France qui permet de retranscrire directement l'acte de naissance établi aux États-Unis et D'accord. que, en fait, l'affiliation soit directement, en fait, maintenue. Ouais. Ouais, c'est ce que maître Berdo avait dit, sur un des épisodes, effectivement, maintenant que tu me le rappelles. Je me souviens de ça, effectivement. D'accord, donc du coup, depuis ça a pris combien de temps à peu près ça, Ah, pour ça a que été un tous peu ces long. papiers soient faits? Ça a D'accord. été un peu long, puisque bon, les tribunaux, etc., etc. Un peu long, c'est quand même pas 2 ans. On est sur l'année de notre retour. Voilà, D'accord. Oui, donc c'est quand c'était même relativement rapidement. c'était allez, maximum milieu de l'année 2020. D'accord, OK. Oui, 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 donc finalement, ça moins d'1 an après, vous aviez, vos papiers, Ouais. tout était en règle. Le plus D'accord. dur, ça a été l'assurance maladie. Ah oui? Oui, le plus dur, ça a été en fait d'être que les enfants soient sur la carte vitale et un numéro de sécu. J'ai pas trop compris pourquoi, alors que tous les documents demandés, et ils ont demandé des documents supplémentaires. Pour notre cas, il y a peut-être eu un excès de zèle, je ne sais pas. Ah d'accord, OK. Non, mais après, c'est vrai que l'assurance maladie, nous-mêmes, on a eu des soucis, on a une de nos filles qui a changé de mère, mais bon bref, c'est n'importe quoi. Quand ils veulent pas comprendre, des fois, ils veulent pas Ouais, je crois comprendre. que Donc c'est bon, ça. bref. D'accord. Donc aujourd'hui, bah, tout est établi, tout est entériné, vous Ouais, fonctionnez, enfin, sur votre vie à 4. Tu m'as dit, ils ont quel âge, Chiara et Louis? ils ont 18 mois maintenant. Ils ont Mm. 18 mois. Oh là là, c'est des petits choux encore. Ouais, on a des petits choux, mais bien dynamiques. Ah bah 18 mois, hein. C'est pas fini. Ouais, c'est sûr. D'accord, OK. Et donc, maintenant, venons-en à ton album. Ouais. Donc toi, tu as écrit un album jeunesse, Mhm. qui s'appelle Mes papas, la princesse et la fée.
Voilà, mes papas, La princesse et la fée. Donc album jeunesse sur lequel j'ai de suite tilté parce qu'en fait tu racontes un parcours GPA en C'est fait ça. et tu images en fait dans La princesse et la fée les personnes qui t'ont aidé toi dans votre parcours. Exactement. La princesse, c'est la donneuse et la fée, c'est la femme porteuse. Et la fée c'est la femme porteuse. Et pourquoi, même si j'ai déjà un peu répondu à la question, pourquoi est-ce que tu en es venu à réaliser toi-même cet album? Bah, en fait, comme je te l'ai raconté, moi, voilà, je cherchais des albums écrits en français qui permettaient de raconter à des enfants en bas âge la GPA, d'expliquer ce processus à des enfants et je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais ou comment je l'avais en tête. Il y a des choses qui existent. Il y a plein de livres sur les familles différentes, homoparentales, etc., sur la PMA, mais la GPA, c'est vrai que je me suis dit, c'est peu traité. voilà, il y a pas ce que je veux. Et du coup, je me suis dit, c'était ça. Enfin, j'ai commencé à y penser il y a 1 an, et on tombait un peu sur le premier confinement. Et donc, je me suis dit, allez, t'as peut-être là le temps de commencer à travailler ça. Au final, ça a été hyper vite, puisqu'il est sorti le 1er mars. Donc, oui, c'est clair, voilà. Hyper vite. Et tu t'es entouré ou tu as tout fait tout seul? Alors, j'ai tout écrit, et par contre, comme je sais pas dessiner du tout, j'ai fait appel à Christelle Ponche, qui est illustratrice, et qui a fait un travail remarquable pour illustrer toutes ces notions complexes. Bah oui, c'est clair. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu, c'est hyper attrayant. Je pense que même un enfant, si ton album finit dans une bibliothèque ou dans des bibliothèques, et je le souhaite, l'album il sera pris, mais hyper facilement parce qu'il est hyper attrayant pour les enfants. Il y a effectivement, on a pas mal travaillé sur les couleurs, sur les rondeurs, sur Oui. voilà, on a un peu analysé aussi on s'est pas lancé comme ça à dire tiens, dessine comme tu veux. Non, on a un peu regardé parce que la cible de ce livre, c'est vraiment les 3-5 ans, c'est pour les enfants qui rentrent à l'école ou qui viennent de rentrer à l'école quand ils sont face aux premiers schémas familiaux différents du sien. Donc voilà, j'ai un peu regardé quelles étaient les similitudes pour me dire ok, c'est ça qui fonctionne sur ces enfants-là. Oui, d'accord. Et est-ce que tu l'as lu déjà à tes enfants? Eh ben oui, mais bon, il n'y a pas trop de réaction encore. Normal, non, ils sont petits. ils l'ont pris dans les mains, ils ont feuilleté, mais très vite, ils préfèrent aller jouer avec les doudous et les tout. Voilà, c'est pas encore Oui, bien la sûr. bonne cible. Mais t'as dû être hyper fière quand tu l'as reçu, que tu l'as eu en main, ce livre. Ouais, franchement, c'est très bizarre de recevoir. C'est un peu un troisième bébé. Voilà, quand on le reçoit, on a travaillé dessus pendant un moment. Déjà, on a peur de se dire, est-ce que l'imprimeur, ça va être bien, parce que voilà, on fait des choix sur un devis, je veux le livre comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais en fait, on le voit jamais. Et quand on le reçoit à la maison, là, moi, j'ai été super content parce que le résultat, il est top, quoi. Ah, super. Enfin, je le trouve top. Oui. De ce que j'en ai vu, moi aussi. Ouais. Et alors, t'as fait le choix de le traduire dans plusieurs langues, Oui. donc en anglais et en espagnol. Oui, j'ai fait le choix de le traduire en plusieurs langues. Alors, il est uniquement distribué sur Amazon en anglais et en espagnol, parce que je pense que au-delà, si ça peut intéresser des familles françaises, ça pourra intéresser aussi des familles anglophones ou espagnols. Donc voilà, je me suis dit à y être, autant le faire à fond. Ouais, complètement. Et toi, quand tu avais fait tes recherches initialement, donc tu disais qu'en français, tu n'avais pas trouvé grand-chose, ou en tout cas pas ce qui te correspondait. Est-ce que dans d'autres langues, tu avais trouvé des livres qui étaient, qui traitaient de la GPA dans la façon dont vous l'avez abordé? Alors, pas complètement comme je l'ai abordé, mais il y a un livre très intéressant qui s'appelle The Kangaroo Pouch, qui raconte en fait, alors c'est encore un peu différent, c'est qui raconte la vie d'une femme porteuse. Donc et qui est très bien écrit et qui parlait de GPA. Mais en espagnol, pour être très honnête, je ne sais pas.
D'accord. On va revenir du coup sur Ebony, la femme porteuse. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec elle? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, évidemment, elle veut toujours savoir comment ils vont, avoir des photos, toujours étonnée de la vitesse à laquelle ça grandit. Voilà, non, c'est Toujours. effectivement grâce aux réseaux sociaux, les WhatsApp, les visios, etc. Voilà, on peut garder très facilement un lien Oui, complètement. avec la femme porteuse. Et nous, on a la chance que la donneuse, en fait, soit, comme je te le racontais tout à l'heure, connue. Donc voilà, Kelsey, c'est son prénom. Nous, on l'a vue plusieurs fois. Elle a vu les enfants plusieurs fois avant qu'on parte des États-Unis. Et on est aussi constamment en lien avec elle. Elle les voit grandir comme on les voit grandir. Mais tu vois, c'est ça que je trouve fabuleux dans les parcours de GPA, c'est que c'est ce lien qui est conservé avec la mère porteuse ou la femme porteuse et parfois avec la donneuse. Je trouve ça fabuleux. Vraiment, je trouve ça chouette, ce don de soi qu'on peut faire quand on est femme porteuse ou quand on fait un don d'ovocytes. Mais je trouve que la reconnaissance que vous, famille qui avez l'usage entre guillemets de ces personnes-là, c'est une superbe reconnaissance que de maintenir ce lien, je trouve. Ouais, c'est moi surtout ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est cette bienveillance qui manque tant parfois. Là, en fait, d'avoir ce contact avec ces femmes qui voilà, bien au-delà maintenant du don qu'elles ont pu faire sur le moment, s'intéressent, ont envie de garder ce lien. Voilà, c'est beau, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu leur as envoyé tes livres? Et oui, évidemment. Et elles étaient hyper contentes. En fait, Kelsey, par exemple, m'a dit j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je suis heureuse de t'avoir rendu heureux et de vous avoir rendu heureux à tous. Et en fait, voilà, c'est à travers ce livre, elle a vu comme, enfin, elle le savait, mais elle a vu encore plus que qu'on était heureux et à quel point en fait ce don qu'elle a pu nous faire avait permis de créer une belle famille remplie d'amour. Oui, voilà, et on sait bien que c'est le principal. C'est ça qui crée les familles, c'est l'amour. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, en gros, évidemment pas forcément dans le détail, mais combien vous a coûté la GPA pour vos jumeaux? Écoute, beaucoup. Même si j'aime pas trop parler d'argent là sur ce sujet, parce qu'au final, le propos n'est pas forcément là quand on a un désir de parentalité. Mais oui, ce n'est pas accessible malheureusement à tout. Voilà, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est le prix d'une maison. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on le sait, hein, on se doute, enfin, on sait à peu près quel est le coût d'une GPA, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est un vrai projet de vie, globalement, et clairement, c'est pas accessible à tous. C'est bien la difficulté. C'est ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Johan. Vraiment, j'ai adoré découvrir votre histoire. C'est une histoire, en tout cas, c'est une histoire très touchante, mais j'ai envie de dire presque comme toutes les histoires que j'enregistre. Mais je trouve ça toujours, moi, ça me touche toujours vraiment plus, en fait, parce que je sais quel combat, entre guillemets, vous menez et quel, le coût aussi bien émotionnel que financier que ça a pour vous d'arriver à construire vos familles. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir ta famille. Merci beaucoup. Et je vais te poser les dernières questions que je pose en fin d'épisode. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Tu peux nous souhaiter beaucoup de bonheur, évidemment. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en cette période complexe de la santé pour tout le monde. J'ai envie de souhaiter beaucoup d'ouverture d'esprit et encore plus de tolérance envers toutes les familles. Oui, évidemment, je nous le souhaite. Hein. Je peux pas aller contre ce que tu dis, clairement. Est-ce que tu penses sortir un deuxième, un troisième, un quatrième album? Alors écoute, moi j'ai fait celui, je suis pas auteur. Ce livre, je l'ai fait parce que
je le ressentais, que c'était mon histoire et celle de mes enfants. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Franchement, je sais pas. J'aimerais pouvoir peut-être le faire évoluer à travers les âges, toujours sur cette même thématique, mais le faire évoluer en fonction de voilà, cette petite fille qui a grandi et qui se pose peut-être d'autres questions et qui a besoin d'autres réponses. Ça, probablement. Après, faire d'autres livres sur d'autres sujets, je ne sais pas. Mais par contre, je pense que écrire un livre sur mon expérience avec, oui, l'évolution des âges, c'est en réflexion. Oui, ce serait une chouette idée. Justement, j'en parlais il y a pas très longtemps et je constate qu'il y a une vraie émulation actuellement autour d'albums jeunesse qui traitent alors pas de la famille homoparentale en tant que sujet, mais en tant que contexte. Par contre, c'est vrai que les enfants grandissant, il y a de moins en moins pour le moment en tout cas, il y a de moins en moins de littérature autour de ces sujets-là, en tout cas qui intègrent nos familles. Et particulièrement, tu vois, c'est sur les romans. Alors, c'est pas pour te lancer un thème, mais les romans jeunesse pour les ados, il y a rien. Pour le moment, il y a rien. Tu me lances un challenge. Et je te lance un challenge. T'as encore un peu de temps. C'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Johan. Je pense que tu m'as reboosté pour la journée. C'était un super enregistrement. Merci beaucoup, Constance. Je t'en prie. Je te souhaite tout plein de bonheur, tout ce dont tu as besoin. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'album de Johan Ortega et de Christelle Ponche, Mes Papas, La Princesse et la Fée, dans votre librairie habituelle. Et s'ils ne l'ont pas, surtout faites la démarche de demander à le commander, en leur proposant bien sûr d'en prendre quelques-uns de plus pour leur rayon. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon et certains sites en ligne. Je vous laisse chercher cela de votre côté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir afin de visibiliser encore un peu plus nos familles. Si vous souhaitez aider le podcast, vous pouvez le faire en me laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou en me laissant un petit commentaire. Ça, c'est surtout pour moi. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out,
less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart